Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78. Les titres de ce jeudi 18 janvier. Les derniers chiffres de l'INSEE le montrent, la France a connu l'an passé une croissance jamais vue depuis 2011. Cette dynamique devrait se poursuivre selon les prévisions. La reprise économique est-elle notable également dans les Yvelines? Reportage. La circulaire Collomb passe mal. Ce document datant de décembre vise à organiser un recensement des migrants dans l'hébergement d'urgence. Une trentaine d'associations a saisi le Conseil d'État sur le sujet dans un contexte de préparation de la loi immigration. Invité de ce journal, Denis Allard, président de l'association Accueil Réfugiés 78. Et puis les premières livraisons du chantier sont prévues pour la fin de l'année. Les travaux du site de la MGEN se poursuivent à La Verrière. L'établissement comptera à terme 485 lits. On fait le point dans cette édition. Et puis invité de ce journal également, Norbert Pirot, porte-parole de Victimes et Citoyens. L'association vient en aide aux victimes de la route. C'est à suivre dans ce journal. Une croissance française quasiment à 2% en 2017 selon l'INSEE, des prévisions à 2,5% pour cette année. La dynamique de l'activité économique semble revenir en France. Et comment les chefs d'entreprise yvelinois perçoivent-ils ces signes de reprise? Sujet de Nicolas Dandry, Michael Elmidoro et Patrick Jacques de Dixmude. Une croissance moyenne de 100% entre 2016 et 2017, c'est le résultat du dirigeant saint-quentinois Yves Ten. Spécialiste en prise de participation dans les sociétés, il est à la tête d'un groupe de 6 entreprises spécialisées dans la restauration et la communication. Oui, je sens depuis quelque temps un début de reprise, principalement lié à une accélération des prises de décision par nos donneurs d'ordre. Et donc cette accélération de décision est propice à avoir finalement plus de projets. Autre entreprise, à Coignères, cet atelier propose de créer une stratégie de publicité. Création de supports, d'affiches ou de logos, Alexandre David réalise avec ses 5 collaborateurs près de 500 000 € de chiffre d'affaires. La relance économique est perçue à travers ses carnets de commandes. Nous, sur 2018, on vise une augmentation du chiffre d'affaires de 30%. Ça va se traduire par notamment effectivement l'embauche d'un commercial, l'acquisition de nouveaux secteurs d'activité. On a investi derrière moi, vous voyez une nouvelle machine dans laquelle on a investi pour créer plus rapidement et livrer plus rapidement nos clients. Donc on compte aussi sur ça pour aller chercher un levier de croissance. Du côté de Sopemea, spécialisé dans les essais industriels dans l'aéronautique, le ferroviaire ou encore le nucléaire, l'année 2017 a été stable en termes de résultats, mais les signes de reprise ne sont pas évidents. Ce qui est important pour nous, c'est les nouveaux avions et les nouveaux types d'avions qui vont sortir, ou les nouvelles centrales nucléaires, ou les nouvelles technologies. Ça, c'est notre métier. Et aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de nouveauté dans ces mondes dans lesquels nous évoluons. Nous investissons à l'étranger. Nous venons de racheter un laboratoire en Angleterre, on s'interroge sur d'autres pays européens, voire sur d'autres pays en dehors de l'Europe, pour pouvoir effectivement aller chercher des relais de croissance que nous ne trouvons pas suffisamment en France. Croissance, investissement et emploi, la reprise varie en fonction du secteur d'activité. Les chefs d'entreprise sont unanimes sur le besoin de visibilité sur le long terme. On reste dans la thématique économique avec une jeune start-up yvelinoise. Depuis 2 ans, Ypra a développé une solution informatique qui permet à n'importe quel utilisateur d'avoir accès à un ordinateur. Un concept novateur au service notamment des malvoyants. Les explications d'Aurélie Ronce. Du coup, vous allez pouvoir faire des messages écrits. D'accord. Donc si vous vous déplacez avec vos flèches haut et bas, accompagner les personnes déficientes visuelles pour qu'elles puissent être autonomes face à un ordinateur. C'est le défi que la start-up versagaise Ypra a décidé de relever. Corentin Voiseux et Jean-Philippe Mingal se sont rencontrés sur les bancs de Sciences Po. Ils décident en 2015 de lancer le premier concept de PC à accès universel. On se rend compte que seulement 2 personnes sur 10 parmi les personnes déficientes visuelles, on se rend compte que moins de 50% des personnes âgées de plus de 60 ans disposent d'un ordinateur à la maison. Et on se dit, là, effectivement, il y a quelque chose qui bloque. Assistance vocale, zoom puissant, interface simplifiée et personnalisable. Tarif de cette solution tout compris entre 1 500 et 2 000 €. voilà, je pense que c'est là qu'il faut faire entrer, c'est ça ? Ouais. Ouais, voilà, allez-y. La personne qui passe par nous, au moment où elle achète aussi la formation. Donc avec le produit, on fournit la formation pour que la personne s'approprie l'outil dans tous les usages qu'elle souhaite et qu'elle puisse ensuite, de manière autonome, aller le plus loin possible dans ses usages. Depuis 2 ans, 150 personnes en France, dont plusieurs dans les Yvelines, possèdent la solution Ypra, comme cette cliente Attrape. J'ai un problème ou une difficulté, je les appelle et on se connecte directement sur l'ordinateur et qui m'aide à distance. Objectif pour Ypra dans les prochains mois, consolider et enrichir ce concept.
Un invité m'a rejoint en plateau, c'est Denis Allard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président d'Accueil Réfugiés 78. L'association a pour but de répondre aux défis de l'accueil fraternel et des personnes réfugiées dans les Yvelines. Alors la question migratoire qui fait l'actualité, justement, le gouvernement prépare en ce moment un projet de loi immigration. On va en parler dans un instant avec vous. Il y a aussi ce document qui fait polémique, la circulaire Collomb, qui est en date du 12 décembre dernier, signée notamment par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Elle vise à organiser un recensement des migrants dans l'hébergement d'urgence. Le but, c'est de redonner de la fluidité à ces structures d'hébergement qui sont saturées aujourd'hui. Plusieurs associations, ce n'est pas le cas d'Accueil Réfugiés, mais plusieurs associations ont saisi le Conseil d'État pour faire suspendre cette circulaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, les arguments avancés sont que le texte ferait référence à un tri Oui. parmi ces migrants. Quelle est Absolument. votre position Alors, là-dessus? vous avez utilisé d'abord la bonne définition, c'est-à-dire c'est censé opérer un tri, et en vérité c'est censé diminuer le temps d'attente des gens qui arrivent chez nous, qui sont en situation de demandeurs d'asile. L'écosystème autour des réfugiés est un peu compliqué. En vérité, il y a des demandeurs d'asile. Quand on arrive en France, on est par définition demandeur d'asile. Ouais. On attend un certain temps que l'OFPRA s'occupe de vous pour réclamer asile et puis donc l'obtenir, le cas échéant, ou non. La plupart du temps, ils ne l'obtiennent pas parce qu'ils sont ce qu'on appelle dublinés, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés en Europe soit par la Grèce, pour l'Asie, le Proche-Orient et l'Asie centrale, et par l'Italie pour ceux qui arrivent de la Corne de l'Afrique, la partie Est, la plupart du temps, l'Érythrée, le Sud-Soudan, parfois par les Balkans. Et puis dès lors qu'ils sont entrés là et qu'ils se sont fait dubliner, c'est-à-dire qu'ils ont mis leurs empreintes digitales, ils rentrent dans un fichier européen. Si en France on découvre qu'ils sont rentrés par ces pays-là, on les renvoie dans ces pays-là de manière à ce qu'ils obtiennent l'asile, éventuellement en Grèce ou en Italie ou dans les Balkans. Alors, ça veut dire qu'on fait un tri, mais il y a des lois, c'est prévu administrativement, il y a une instruction de dossier. Ce que propose la circulaire du ministre de l'Intérieur, c'est en fait d'accélérer le processus, ce qui pourrait être louable, sauf que du coup, ça devient une instruction non contradictoire, c'est-à-dire que le dossier n'est plus instruit, ça devient une ouverture à l'arbitraire, c'est-à-dire que si lui, il n'a pas l'air d'aller très bien, il ne revient pas trop, on l'élimine sans même respecter les procédures qui ont été mises en place dans ce pays. Il faut la retirer en urgence, selon vous? En urgence, oui, de toute façon, il ne faut même pas l'appliquer. On a en France un droit d'accueil, on a un sens de l'accueil inconditionnel, c'est-à-dire qu'on ne fait pas le tri, quelle que soit la situation, il y a un droit de mise à l'abri. Ça fait partie de la grandeur de la France, de pouvoir recueillir toutes les personnes en détresse, et quelle que soit leur situation. Après, on examine la situation. Si la personne veut rester et fait demande d'asile, à ce moment-là. Mais enfin, ça n'est pas un fonctionnaire, si bien intentionné soit-il, de décider de manière arbitraire si c'est lui qui reste ou qui ne reste pas. C'est idiot. Autant c'est louable de vouloir accélérer le processus, parce que parfois ils attendent très longtemps, sans savoir où ils vont. On a des cas de personnes qui sont en attente de demande pendant des mois et des mois. On les déplace de centre en centre sans leur dire pourquoi et comment. C'est pas très humain, c'est pas très digne. Faisons plus vite. Et le gouvernement a bien raison de le vouloir. Mais mettons les moyens pour accélérer les moyens de l'OFPRA de manière à ce que les dossiers soient traités dans les règles qui ont toujours été les nôtres et que ça aille plus vite et tout le monde sera content. Alors pour mettre en application justement cette circulaire, des équipes mobiles, c'est prévu, vont être déployées dans les centres d'hébergement d'urgence. Est-ce que ce recensement a déjà débuté dans les Yvelines? Non, pas que je sache. Et puis ça va être compliqué parce que de toute façon, pour nous-mêmes fréquenter parfois des centres, on voit bien que c'est très compliqué. Il y a déjà des associations. Il ne faut pas croire que les gens qui arrivent sont complètement inconnus. Ils sont déjà parfaitement répertoriés. On sait d'où ils viennent. On sait à peu près ce qu'ils veulent. Il y a déjà des travailleurs sociaux qui s'en occupent. Ils en envoient un, c'est la loi, au minimum une fois par semaine. Ils sont hébergés par des associations pour les hébergements d'urgence, par des associations qui sont financées par l'État. Il faut savoir que l'État verse, donc vous, moi et tout le monde, verse 40 € par jour et par personne pour ce qu'on appelle l'hôtellerie, c'est-à-dire les nourrir, les héberger la nuit, et puis faire un peu de soins sanitaires et les aider dans leur éventuelle démarche administrative. Ça coûte 40 € par jour et par personne, sous l'égide d'associations du type la Croix-Rouge, Aurore, ACR dans les Yvelines, etc.
ces gens-là touchent de l'argent de l'État. C'est déjà bien fait. Après, ils vont à l'OFPRA et puis il advient ce qu'il adviendra. C'est-à-dire s'ils peuvent rester, s'ils veulent rester, ils restent. Enchaînons après, juste très rapidement parce que le temps file. Excusez-moi. La circulaire cette circulaire contestée est en fait en pleine actualité de la préparation sur la loi immigration pour une présentation. Donc la présentation à l'Assemblée est prévue en avril, présentation du texte dès fin février en Conseil des ministres. Écoutez à ce propos Didier Bécher, le député de la première circonscription des Yvelines, député de La République En Marche. Il répondait aux questions de Nicolas Dandry. Aucune remise en question de l'accueil inconditionnel des demandeurs d'asile. La deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est qu'on a déjà exprimé, et ça depuis le mois de juillet, notre volonté d'étendre la durée en fait de l'asile, qui est aujourd'hui à 45 jours et qui est une des plus courtes en Europe, pour justement avoir plus de temps pour faire ce travail d'analyse de la situation des personnes qui arrivent en France. Aujourd'hui, il y a 100 000 demandeurs d'asile pour l'année 2017. Donc c'est un sujet qu'il faut prendre avec beaucoup de distance et il faut, je pense, dire un certain nombre de vérités sur le sujet, accueillir les droits, les personnes qui viennent pour le droit d'asile politique, bien entendu. Par contre, on ne pourra pas accueillir tous les demandeurs d'asile économiques. Alors, on nous reste 2 minutes dans cet entretien, on va aller vite, c'est une question compliquée, je le sais. Alors, ce projet de loi a été déjà présenté aux associations, pas de texte définitif, mais des ébauches qui ont été dévoilées. Alors, le texte prévoit des reconductions à la frontière qui vont augmenter, la durée en centre de rétention qui va être allongée de 90 jours à 45 aujourd'hui. D'un autre côté, on promet aussi une politique de l'intégration plus forte. Qu'est-ce que vous pensez de ce texte de loi? Quelles sont les priorités selon vous? Alors, déjà, vous avez dit un mot choquant, vous avez entendu la durée de rétention. Bon, je vous laisse apprécier que c'est des gens qui ont pris de liberté alors qu'ils sont venus ici librement pour essayer d'avoir asile. Peu importe. Ce n'est pas ma question. Vous avez parlé ensuite de l'intégration. Ça, c'est notre question à Accueil Réfugiés 78. On pense que l'intégration, ce n'est plus une affaire d'argent après. Dès lors que vous avez le statut de réfugié en France, vous êtes là pour 10 ans. 10 ans et on ne discute plus. Donc vous bénéficiez, comme un Français, d'aide sociale, vous bénéficiez du chômage, vous bénéficiez de l'aide au logement, tout le dispositif social d'aide aux personnes en difficulté se déploie pour vous. Sauf que ce n'est pas ça qui vous intègre. La plupart des gens qui viennent ici sont jeunes, ils ont envie de travailler. Donc notre association prétend qu'il va falloir que c'est les citoyens qui se retroussent les manches, qui viennent leur apprendre le français, et pas seulement le petit test qui est prévu, qui est d'un niveau absolument trop faible pour pouvoir travailler. Qu'on leur apprenne les lois de ce pays, pour qu'ils puissent s'intégrer, qu'ils sachent comment nous on vive. Et si on ne leur apprend pas, ils ne le sauront pas, ils ne pourront jamais s'intégrer. Et dès lors qu'ils sauront parler français, dès lors qu'ils auront une connaissance correcte de la manière de vivre, de nos mœurs, de notre façon d'être, et qu'ils auront des réseaux amicaux, c'est-à-dire que les citoyens vont pouvoir les rencontrer de manière amicale, eh bien, ils vont pouvoir s'intégrer et devenir des travailleurs et donc retrouver une partie de leur dignité qui a été largement perdue, ne plus en faire des assistés, mais des gens qui s'intègrent. Ce n'est pas à nous d'apprécier s'ils sont réfugiés ou non, mais si la loi de mon pays a dit ce type-là, il va rester pendant 10 ans, moi, mon devoir de citoyen fraternel, c'est d'aller vers lui et de lui dire, mon pote, il va falloir que tu apprennes le français, je vais t'apprendre comment on vit ici, et ensuite, tu vas pouvoir t'intégrer dans notre société, il n'y a pas de souci. C'est ça notre objectif. Et je précise que les concertations vont d'ailleurs se poursuivre d'ici la présentation du texte en Conseil des ministres qui est prévu fin février. Merci Denis Allard d'avoir été avec nous. Vous êtes le président, je rappelle, d'Accueil Réfugiés 78. On n'a pas eu le temps de parler beaucoup de l'association. En tout cas, vous pouvez vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran pour plus d'informations sur cette association qui agit dans le département. Merci beaucoup. Merci à vous. En politique, c'est un nouveau coup dur pour le Parti socialiste des Yvelines. Après la série de défaites électorales et à quelques semaines d'un nouveau congrès qui doit permettre au parti de se relancer, une centaine de cadres locaux a annoncé aujourd'hui qu'ils quittaient le PS. Ils rejoignent le mouvement lancé en juillet dernier par Benoît Hamon. Parmi ses membres, Bertrand Houillon, le maire de Magny-les-Hameaux, mais aussi Ali Rabet, fidèle de Benoît Hamon et secrétaire départemental du PS jusqu'à aujourd'hui. Des propos collectés par Nicolas Kirillovitz. On a choisi de tourner cette page parce qu'on considère qu'aujourd'hui, le Parti socialiste n'est plus en mesure de réunir la gauche, d'être l'appareil dans lequel les débats féconds à gauche permettent de préparer les conditions d'un retour de la gauche au pouvoir, de défendre les idées qui nous tiennent à cœur, de nous opposer à la politique de droite du gouvernement d'Emmanuel Macron. Et donc nous considérons qu'il est temps de s'engager plus utilement, de consacrer notre énergie efficacement à redresser la gauche et que ça passe par une adhésion au mouvement lancé par Benoît Hamon qui s'appelle Génération.
Les travaux avaient été annoncés en septembre 2015, puis lancés dès mars 2016. C'est un chantier d'envergure qui se déroule en ce moment à La Verrière pour le site de la MGEN. Une reconstruction totale des deux sites, Rivière et Forestier, est opérée pour en faire un seul établissement. Capacité de 485 lits au final. Le point sur l'avancée des travaux avec Mélanie Poquet. Ici pousse l'un des bâtiments dédiés à la santé mentale. Depuis mars 2016, le site médical de la MGEN La Verrière poursuit sa mue. 40 000 m² de surface plancher, un investissement de 100 millions d'euros. Donc c'est pour la MGEN un très gros chantier. Le chantier, c'est un chantier à haute qualité environnementale, effectivement. La certification des études a été faite. Et puis nous avançons aujourd'hui sur la réalisation avec une maîtrise des nuisances au niveau du chantier. Un chantier qui permet de fusionner les deux sites historiques, Marcel Rivière et Denis Forestier, jugés vétustes. La livraison du bâtiment santé mentale est prévue pour la fin de l'année 2018. Le centre Denis Forestier, lui, continue son activité telle que. Lui ne viendra, comme je le disais précédemment, qu'à la fin de la réalisation. Là, on transférera l'ensemble de nos patients et de nos résidents. Nous avons la chance également que toute la production, restauration est située sur le site gériatrique Denis Forestier. Donc on continue à livrer la restauration du premier site comme celui de l'Institut Marcel Rivière sans aucun impact pour nos patients. Les travaux sont prévus sur 3 ans. Fin 2019, le site aura 485 lits. C'est 76 de plus qu'auparavant. Autre invité avec moi sur ce plateau, Norbert Pirot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole de l'association Victimes et Citoyens. L'association vient en aide aux victimes de la route. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. L'association qui a organisé pendant les fêtes des permanences téléphoniques pendant les 2 soirs de réveillon auprès des victimes et des proches aussi de ces victimes. Vous avez participé à ces permanences. Comment s'est déroulée cette période de fin d'année ? Cette période de fin d'année s'est plutôt bien passée. Moi, j'étais donc au téléphone. On a eu quelques coups de fil, principalement des problèmes piétons, oui. Vélo également, beaucoup de problèmes au niveau des Vélib actuellement sur l'Île-de-France et sur Paris. Le piéton également, parce que le piéton, la nuit, le soir, avec une météo qui est quand même pas très favorable dans des périodes comme celle des fêtes. Le deux roues motorisé, non, peu de soucis. Voiture, quelques soucis également. Donc on a eu quelques coups de téléphone, oui, j'en ai eu 2-3, toujours assez difficile. Et ce que l'on essaye de faire à Victimes et Citoyens, aujourd'hui on a monté cette permanence qu'on va reconduire d'ailleurs, certainement sur les grands départs, très certainement sur les vacances de février. En tout cas, on va renouveler l'opération parce qu'on veut être au plus près aujourd'hui des victimes. Parce que les victimes sont totalement abandonnés, ils ne savent pas du tout. Un problème, je vais juste énoncer un petit peu. Il y a une aide déjà, on peut le dire, psychologique. On va venir après l'aide juridique. Il y a une aide, il y a une aide psychologique, il y a une aide également juridique, parce que naturellement le judiciaire rentre très très vite en compte. Des enquêtes qui sont parfois longues, on peut être démuni face aux assurances aussi. Des enquêtes qui sont extrêmement longues, extrêmement difficiles. Les gens ne savent pas, par exemple, qu'il faut récupérer le procès verbal de suite, très rapidement. Un procès verbal peut mettre une semaine, comme il peut mettre des mois à être récupéré. Dans mon cas de mon accident, j'ai été mis dans un coma artificiel pendant 9 semaines. Parce que, précisons-le pour ceux qui nous regardent, vous êtes un miraculé, vous avez subi un grave accident de moto et 2 ans d'hospitalisation, une mise en coma artificiel, c'est ça ? Oui, 9 mois, du moins 9 semaines dans un coma artificiel, plus de 2 ans, quasiment 3 ans, hôpital de Garches, rééducation. J'ai été très bien, on a très bien géré l'accident, mais mon épouse, personnel navigant Air France, était à l'autre bout du monde, 3 enfants petits, l'aîné qui avait 8 ans, le second 6 ans, la dernière 4 ans. Tout tombe. On parlait de l'onde de choc d'un accident, mais la famille complète, à la limite, moi, mis dans un coma artificiel, j'étais préservé. Que mon épouse a tout pris en pleine figure. Et ce cas, on l'a bien souvent au téléphone, des gens qui sont totalement abandonnés et qui ne savent
pas du tout comment faire. Donc on essaie de les soutenir psychologiquement, et surtout comme on est déjà passé par là, on peut les rassurer. Et vous Donc parlez ça, justement des proches, les clips de sécurité routière nous le rappellent, on est tous touchés quand ils tous concernés, tous touchés, tous concernés. D'ailleurs, on a travaillé, on est référencé au niveau des pouvoirs publics. On a travaillé, moi j'ai travaillé en particulier avec Emmanuel Barbe pour la réalisation de ce clip. Tout le monde est touché et tout le monde est concerné. Et c'est un tsunami. C'est vraiment. J'ai souvent parlé de l'accident. L'accident est une chose, c'est une bombe atomique qui tombe. Mais vous avez bien souvent derrière l'onde de choc. Et l'onde de choc qui peut arriver quelques semaines, quelques mois, quelques années après, et qui peut être bien plus destructif que tout le reste. Vous voyez. Donc ça, c'est important de suivre les personnes tout du long de l'accident et après également. Alors sur les 2 soirs de réveillon, en moyenne, c'est une triste moyenne, mais il y a 40 à 50 tués sur ces 2 soirs de réveillon. Les causes, c'est des soirées qui peuvent être alcoolisées. C'est aussi beaucoup les jeunes qui sont touchés par ces accidents sur les 2 soirs du réveillon. Alors, les causes, oui. Les causes sont... Alors, moi, je fais pas mal de choses au niveau de la région parisienne. Ouais. Je m'implique beaucoup au niveau de victimes et citoyens, et particulièrement au niveau des lycées, des collèges. Donc, je vais très souvent dans les lycées, et j'essaie de parler aux jeunes. Alors, surtout pas les juger, encore moins leur faire la morale, surtout pas. On a entendu notre Premier ministre parler il n'y a pas très longtemps, dire qu'il avait perdu quelques points. Moi également, j'ai perdu des points sur des problèmes, voilà, des petits excès de vitesse, 1 point par-ci. Il m'est arrivé aussi de perdre 3 points parce que je n'avais pas mis ma ceinture de sécurité sur quelques centaines de mètres. Et donc je le dis, je mets à l'aise les jeunes. Les jeunes, au départ, on a des groupes parfois de 50, 60, 80 jeunes. Et oui, comment reçoivent-ils votre message ? Alors voilà, ils arrivent, la salle est un petit peu bruyante, et tout au long du déroulé, j'expose, je dis, voilà, il s'est passé ça, le silence, et ensuite les questions, et surtout la communication. Et les questions fusent, et bien souvent, voilà, j'ai eu par exemple une question il n'y a pas très longtemps, d'une jeune fille, 17 ans, mon ami a 18 ans, il a le permis de conduire. On est allé fêter un anniversaire. Ouais, c'est des jeunes conducteurs, finalement. Ils sont dans les premières années de la conduite, en tout cas pour les lycéens. Je suis allé chez des copains, avec mon petit copain qui conduisait. Il a bu 2 verres de vodka. On est rentré en voiture. Après, on était 4. Est-ce qu'il était positif ou pas ? J'ai dit oui, bien sûr. Bien sûr. Donc voilà, il faut absolument les conseiller et leur dire ce qu'il faut faire. Parce qu'ils sont en demande. Et bien souvent, ils sont à l'écoute. Ça, il faut le savoir. Il nous reste 1 minute dans cet entretien. On a parlé de votre expérience personnelle. Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, ancien accidenté de la route, miraculé, vous vous définissez comme miraculé, à transmettre ce message, à aider les victimes et leurs proches ? Vous savez, je vais vous dire une chose, je me lève tous les matins en me disant pourquoi moi je suis là et pas les autres. Puisque je suis passé de l'autre côté de l'autoroute, du mur en béton, et un motard, j'ai su longtemps après, qu'un motard qui franchit le terre-plein central, c'est 1 sur 1000 qui s'en sort. Donc vous en avez 999 qui meurent. Pourquoi les autres sont morts, et pourquoi moi, j'ai réussi à passer entre 11 voitures, j'ai glissé sur 18 mètres, et je suis parti à plus de 52 mètres. Je suis monté à 5 mètres de haut. Donc je suis parti comme un boulet de canon. Pourquoi moi ? Donc j'avais quelque chose à faire, et effectivement, quand je l'explique aux jeunes, quand je dis voilà ce qui m'est arrivé, ils sont à l'écoute automatiquement. Donc je pense que peut-être 1, 2, 3, 4, 10, 20, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'essaye de faire quelque chose. Et en tout cas, vous pouvez vous rendre sur le site internet de l'association pour plus d'informations. Le site internet, c'est victimeaupluriel.org. Merci Norbert Pirot d'avoir été avec nous. Je rappelle, porte-parole de l'association Victimes et Citoyens. Merci d'avoir été dans cette émission. À Versailles, le centre de musique baroque œuvre depuis 30 ans à la valorisation du patrimoine musical des XVIIe et XVIIIe siècles. Une histoire commencée avec le ministère de la Culture en 1987. C'est justement au ministère de la Culture à Paris que le CMBV a fêté son anniversaire mardi soir. Mélanie Poquet et Camille Lambert étaient sur place. Pour célébrer ses 30 ans, le Centre de musique baroque de Versailles a choisi de faire entendre Marc-Antoine Charpentier. Compositeur du XVIIe siècle moins connu que Rameau ou Lully,
Faire redécouvrir le patrimoine musical français de cette époque, c'est le mot d'ordre de cet établissement, créé en 1987. Il y a 20 ans, et il y a même encore 10 ans, nous ne travaillions pas du tout de la même manière. Et c'est surtout cette évolution qui est notable. D'une part, la mondialisation. C'est-à-dire que le Centre de musique baroque de Versailles, aujourd'hui, est vraiment le centre international de musique baroque de Versailles. Et puis la deuxième chose, c'est bien sûr les nouvelles technologies, le numérique, qui permettent de fonctionner de manière totalement différente. Sur la saison 2016-2017, l'établissement a présenté plus de 135 événements en France et à l'étranger. De nombreux concerts et projets artistiques menés avec la maîtrise du CMBV, composé de 140 chanteurs. C'est toute l'originalité du projet de la maîtrise qui a été conçu en fait par Olivier Schneboli dès son arrivée en 1991. L'idée de construire un chœur-école avec des enfants et des adultes pour s'inspirer de la couleur du chœur de la Chapelle Royale. D'un centre comme celui de la musique baroque de Versailles qui fait tant pour faire reconnaître, transmettre, diffuser, rechercher. Vous savez, il y a 30 ans, la musique baroque, on ne la connaissait pas beaucoup. Une institution unique en son genre qui souhaite transmettre au plus grand nombre. Le centre travaille actuellement au projet Génération Lully avec des élèves et habitants de Trappes. La création d'une comédie-ballet présentée au public à Versailles et à Trappes en mai prochain. On referme ce journal sur du sport. Marvin Petit peut être à un tournant de sa carrière. Le boxeur saint-quentinois sera l'une des affiches du Main Event 5 ce samedi à Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine. Face à lui, Samir Kasmi pour emporter une ceinture intercontinentale WBA. À la clé en cas de victoire, Marvin Petit pourrait intégrer le top 10 mondial des poids légers, ce qui lui ouvrirait les portes du championnat du monde. Voilà, c'est la fin de ce 7-8 journal. Demain, même heure, vous retrouvez le 7-8 l'hebdo présenté par Nicolas Kirillovitz. Quant à nous, on se retrouve dès lundi pour une nouvelle semaine d'information locale sur TV78. Très bonne soirée à tous.